docteur. On a entendu les mots, on gère au mieux la situation. Évidemment, il n'y a pas de moyen de contrainte. Quand vous voyez ces images, vous vous dites, attention, danger, on joue vraiment avec le feu ? Je me dis, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde, si vous voulez, d'une main de faire une prévention maximum dans un département comme la Mayenne, par exemple, et d'essayer de tester tout le monde. Et puis là, distribuer des flyers pour un test qui aura lieu dans quelques jours. Enfin, je veux dire, c'est exactement le système qui a eu lieu, qui a permis à tout le Grand Est d'être contaminé par une réunion à Mulhouse. Donc c'est exactement la bombe à retardement. Ils vont tous partir dans leur maison, dans leur région, dans toute la France peut-être. Et moi, je trouve que en plus, on dit il y a peut-être 4500, 5000, on n'en sait rien du tout. Peut-être qu'ils sont 10 000. Demain matin, peut-être qu'ils seront 15 000, on ne sait pas du tout. Donc, si vous voulez, ça me semble absurde. Ça me semble kafkaïen, mais c'est à l'image de la gestion administrative de toute cette crise qui a été quand même un fiasco administratif général et qui continue. De la même manière que les tests pour les aéroports, on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait des aéroports et des gens qui viendraient et qu'il faudrait les tester. Et maintenant, il faut attendre quelques jours pour commencer à les tester. Alors, ils commencent à rentrer, infectés ou non. Ça me semble absurde, tout ça. Cuenco suite, on a parlé de l'obligation éventuelle, mais visiblement ça semble se préciser, du port du masque dans les endroits clos, du respect des gestes barrières, des questions ô combien importantes. Quand on regarde les chiffres inquiétants en France, plus 14% de cas confirmés la semaine dernière, le taux de contamination, le R0 comme on l'appelle et on a appris à le connaître, est repassé au-dessus de la barre du 1. En Mayenne, les cas se multiplient, un dépistage massif a lieu aujourd'hui. Écoutez ce que disait la situation dans ce département de la Mayenne. Jean-Paul Hamon, c'est le président du syndicat des médecins de France. Il va falloir 30 jours pour tester l'ensemble de la Mayenne, qui est le plus petit, un des départements les moins peuplés de France. Donc vous imaginez, si le virus circule 30 jours, les autres, ils vont avoir le temps de faire des petits avant qu'on puisse contaminer tout le monde. Donc c'est ça le fantasme des tests, si vous voulez. Il faut des bras, il faut du monde. Est-ce que dans certaines parties de la France, la situation est sous contrôle, ou bien elle est en train de nous échapper ? Je crois que c'est ce qui est sous contrôle actuellement, c'est la ressource hospitalière. Mais le virus lui-même, il n'est pas sous contrôle. Le virus, la circulation, elle continue. Donc actuellement, non, il n'y a pas de contrôle. Et en plus, si vous voulez, on continue à avoir des décisions administratives, puisque on avait prévu de tester, de tracer les cas contacts, etc. En Mayenne, on teste tout le département. Si vous voulez, le département, c'est une entité administrative. Ça n'a rien de médical. Donc on continue à faire différemment de l'attitude rationnelle qu'on avait décidée. Et par rapport à l'étranger, on fait comment je ne sais pas comment ils font à l'étranger, mais en tout cas, nous l'étranger, il y a des situations qui sont très diverses. Nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le discours et l'action ne sont pas du tout cohérents. Est-ce que c'est... Ils vous en parlent, vos administrés Ils vous en parlent, vos administrés, à Ivry ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? Oui, ils sont inquiets parce qu'ils entendent le fait qu'une seconde vague est tout à fait possible. Donc nous, en tant que mairie, eh bien, il y a tout un arsenal de communication en termes de prévention, en termes de règles d'hygiène, parce qu'on parle du masque, mais il y a aussi le fait et vous le confirmez, docteur, il faut se laver aussi régulièrement les mains. Donc la communication est continue sur ces règles-là. Mais j'aimerais simplement revenir sur le fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les Français nous disaient qu'ils en avaient marre d'être infantilisés. Bien là, aujourd'hui, le gouvernement appelle à la responsabilité individuelle et à la responsabilité collective parce que le virus circule toujours. Et il y a une tendance, et c'est pas moi qui invente les chiffres, à l'augmentation des suspicions de diagnostic de Covid dans 10 régions. Et c'est des données qui ont été communiquées par l'association SOS Médecins. Donc les 10 régions, c'est l'Île-de-France. Vous avez une augmentation significative
significatif de cas de Covid. Vous avez le centre Val-de-Loire, les Hauts-de-France. Donc, et des régions qui n'étaient pas... Enfin là, on pourrait réagir, mais qui n'étaient pas... la côte ouest, enfin je veux dire tout ce qui est à l'ouest de l'Hexagone, ce qui n'était pas le cas dans la première vague. Donc c'est ce que vous voulez démontrer, c'est ce qui peut effectivement paraître inquiétant. Ah mais complètement. Enfin là, on part vers... certes, le système hospitalier n'est pas saturé, mais on voit qu'il y a des clusters en Normandie, en Mayenne. On a des raisons quand même d'être inquiets. Oui, ces régions n'étaient pas touchées. Enfin, les Pays de la Loire, l'Aquitaine, alors que là, on voit qu'on est repassé au-dessus du 1. Oui, mais qui ne sont pas encore massivement touchés. Il y a une grosse différence entre l'Est, où il y avait des infections qui étaient massives, et maintenant des clusters qui existent, des petits groupes, tout petits groupes, mais normalement, l'idée, c'était quand même d'isoler ces tout petits groupes et de les empêcher de diffuser dans le reste de la population et dans toutes les régions. On a quand même un problème au niveau des tests, parce qu'en effet, l'objectif, c'était 700 000 tests par semaine en France. Il se trouve qu'on a la capacité de le faire, mais Jean-Paul Hamon disait quelque chose de très intéressant. Il disait il n'y a pas le personnel compétent. Donc il y a deux facteurs, en fait, et peut-être que vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il n'y a pas le personnel compétent qu'il faut. Et en plus, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la responsabilité individuelle, il se trouve que les Français ne vont pas en masse se faire tester. Est-ce que sur ces deux points-là, c'est aussi ce que vous constatez ? On a des moyens dans certaines régions, mais en Mayenne, par exemple, il y a 3 labos qui font les tests. Donc, si vous voulez, 3 labos, quand même, c'est un département qui est assez étendu. Déjà, il faut que les gens y aillent. Il faut que sur place, ils aient un rendez-vous, parce qu'en général, ça se fait sur rendez-vous. Donc, tout ça, il y a une logistique il y a une décision et puis une logistique derrière qui est défaillante, mais comme depuis le début de l'épidémie, c'est comme ça. Donc c'est absurde. Et puis on continue à foncer dans des trucs qui ne sont pas rationnels et à donner des injonctions contradictoires. Et c'est assez ennuyeux qu'au bout de tant de temps, qu'on n'ait pas encore réussi à installer quelque chose qui soit rationnel. C'est tout con. Après, Jean Castex a dit qu'en cas de confinement ciblé, tout était prêt, parce qu'il y a un effet d'expérience. L'État sera moins pris au dépourvu qu'il y a 4 mois ou 5 mois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut quand même éviter. Vous me coupez, docteur, si vous avez d'autres informations. Mais alors, le confinement généralisé est la solution disons la plus lointaine et celle qu'on veut éviter à tout prix. Le confinement ciblé est aussi une solution qu'on veut éviter parce qu'elle est effectivement dure à faire accepter, mais Jean Castex a dit que si elle devait être prise, l'État était prêt à le faire et l'organisation était déjà calée pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, alors ciblé, il y a la zone géographique, puis les personnes âgées notamment. 65, 70 ans, ceux qui ont des pathologies déjà lourdes, ça peut être une solution ? Moi, je ne crois pas, parce que si vous voulez, ce qu'on voit actuellement, c'est que des clusters, il y en a un petit peu partout. Donc, c'est comme des petits points. Donc, si on commence à faire en réalité, c'est l'isolement des clusters qu'il faudrait obtenir. C'est-à-dire faire le diagnostic sur certaines personnes et toucher les cas contacts, les isoler, et puis attendre qu'ils soient plus contagieux et contrôler quand ils sont plus contagieux, à ce moment-là, les laisser repartir dans la nature. Mais c'était ça la théorie du départ. Je pense que maintenant qu'on a des tests, maintenant que les gens ont compris la gravité de la maladie, ce serait quand même le moment de faire ce qu'on aurait dû faire dans l'Oise il y a plusieurs semaines. On n'avait peut-être pas le recul. Maintenant, non, mais maintenant on l'a. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas maintenant ? Oui. On a les moyens de le faire. C'est ce qui est fait, non ? Quand il y a un cluster qui est détecté, la stratégie, c'est bien d'isoler les malades pour pas dans la réalité. Pas dans la réalité. Pas dans la réalité. C'est pour ça qu'on parle de confinement localisé. Mais comme il y a des petits points partout, faudrait confiner localisé partout. Donc ça devient bizarre. Oui. La seconde vague, là, parce que c'est le terme qu'on emploie depuis des mois, ça peut arriver, ça va arriver. Personne n'en sait rien. D'abord, il faudrait finir la première, déjà. Là, on est toujours dans la première. Elle n'est pas finie, la première. Donc la deuxième vague, personne n'en sait rien, mais je pense que se préparer et être capable d'anticiper, ce serait quand même bien, pour une fois, d'arriver à anticiper, parce que pour le moment, on court après l'événement, c'est un peu ennuyeux. Alors... Anticipation, tiens, justement, on va s'interroger. Est-ce que la France est un peu à contre-temps parfois ? C'est une question. On va s'intéresser au football, tiens. Par exemple, les championnats ont repris dans plusieurs pays européens. Alors, sans public. En France, nous... Alors,
On rejoue, mais en match amical, le championnat a été arrêté. Hier, c'était au Havre, PSG Le Havre, c'était l'affiche, 5000, c'est toujours le chiffre magique là, 5000 spectateurs, alors plus ou moins masqués. Résultat, on va le voir avec Yael Chambon. C'est une première en Europe. Carrément, ça manquait, énormément. Un match de football avec des supporters. Près de 5000 dans ce stade Océane du Havre, pouvant normalement accueillir jusqu'à 25 000 personnes pour une rencontre amicale face au PSG. On va faire du bruit pour 25 000. On va monter la voix, on va crier, puis bon, on est quand même un bon petit groupe, donc on va se faire entendre, il n'y a pas de souci. Ça nous a manqué, ça faisait 4 mois qu'on attendait la reprise, et ça fait du bien. Sous le soleil, une belle tête d'affiche, on est bien là. Pour que la fête soit belle, tout a été mis en place, gel hydroalcoolique, sens de circulation et port du masque obligatoire dès qu'on se lève de son siège. À partir du moment où le gouvernement a ouvert les manifestations à plus de 5000 spectateurs et qu'on respecte les mesures qui nous sont imposées, il n'y a pas de raison que ça se déroule mal. Et le spectacle a été assuré par Mbappé et ses partenaires qui avaient des fourmis dans les jambes après 3 mois d'absence. 9-0 sous les yeux du tout nouveau maire du Havre, Édouard Philippe, qui s'est dit fasciné par Kylian Mbappé, comme à peu près tous les supporters du stade. Bien, docteur, quand vous voyez ces images, est-ce que vous êtes aussi inquiet pour la rave party en cours dans l'Indre, ou là c'est un peu plus raisonnable? Non, j'ai l'impression que là, on est dans le domaine du possible. Tous les footballeurs ont été testés et on sait qu'ils n'ont pas besoin sur le terrain de porter des masques parce qu'ils ont été testés avant les matchs. Les masques ont l'air d'être utilisés. Les gens sont un peu espacés. Alors il n'y a pas toujours des masques. Hein. Donc, quand on voit les images, là, pas toujours, mais ils sont en famille. Assis, il y en a quelques-uns qui sont en groupe ou en famille, donc c'est quand même assez espacé. Ils sont moins serrés que dans une rêve. Et puis en même temps, on les envie un petit peu parce que les 5000 qui ont la chance de voir ce genre de match, ils ont de la chance pour une fois. C'est tout le débat qu'on a là. Le problème, c'est qui est-ce qui a droit d'avoir des billets maintenant? C'est ça le gros problème. Et puis de temps en temps, faut lâcher un peu les chevaux, quoi. Faut se retrouver. Pour faire la fête, faut pouvoir. Enfin, aller au restaurant, voilà, maintenant c'est fait. Et puis là, pour le coup, on peut se dire que ce n'est pas très grave. Comme vous le dites, les gens sont relativement espacés, on est dans un endroit ouvert. Moi, pour le coup, j'ai été voir un spectacle, un one-man show ce week-end, dans une petite salle parisienne, et je peux vous dire que là, pour le coup, c'est beaucoup plus inquiétant, parce que certes, on est sur une place sur 2, mais tout le monde n'a pas de masque, loin de là. Il y a des rires, il y a des éternuements, et j'en passe. Et donc, c'est beaucoup plus inquiétant. Vous aviez le masque ou pas? Non, puisqu'on pouvait l'enlever à l'intérieur de la salle. Je vous coupe, on reprend la discussion. Éric Dupond-Moretti est en visite à Épinay sur Seine. Alors, il y a l'image, mais on va évidemment guetter dans Actu & Co ses propos éventuels sur tout ce qui est dit depuis quelques jours. Maintenant, on a vu Gérald Darmanin très actif à Bayonne ce week-end, à Calais ou encore auprès des personnes dans ce village du Lot-et-Garonne où une gendarme a été délibérément tuée par un délinquant. Voilà. Éric Dupond-Moretti à Épinay-sur-Seine. Frédéric, il y a eu des commentaires ce week-end sur Bayonne. C'est Gérald Darmanin, des mots très fermes, et l'absence de Éric Dupond-Moretti, puisque maintenant les faits sont établis, c'est plutôt l'aspect judiciaire qui prend le pas sur l'aspect enquête, donc police. Oui, mais enfin, ce que voulait envoyer comme message le gouvernement, c'était un message de fermeté. Donc, qui pour incarner la fermeté que le ministre de l'Intérieur? Donc, on a compris le message qui avait été adressé par le gouvernement. Donc, concernant Éric Dupond-Moretti, ce qui va être intéressant, c'est surtout d'avoir sa réaction concernant ce procureur. Vous avez vu qui ce week-end a décidé, souhaité se mettre en retrait à cause, a-t-il dit, de la nomination d'Éric Dupond-Moretti et du manque présumé d'indépendance de la justice. Donc, est-ce que le nouveau garde des Sceaux va réagir? Est-ce qu'il sera interrogé sur cette défiance de certains magistrats à son égard? Parce que, effectivement, il vient d'arriver
dans ses fonctions. Et déjà, on sent un malaise qui a été relayé d'ailleurs par un certain nombre de syndicats de magistrats sur cette nomination d'Éric Dupond-Moretti. On va rappeler qu'il avait eu des propos dans le passé assez sévères à l'égard des magistrats. Donc, qu'est-ce qui va répondre aujourd'hui le garde des Sceaux à ce procureur qui souhaite se mettre en retrait? Est-ce qu'il va commenter? Alors bien sûr, on l'a entendu, Éric Dupond-Moretti, il y a quelques jours, dire qu'il n'était en guerre contre personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention d'agresser ou de s'en prendre aux magistrats, mais au contraire de travailler main dans la main avec eux. Est-ce qu'il va redonner ce message de bienveillance? En tout cas, c'est un début qui n'est pas très facile à gérer pour le garde des Sceaux, avec quelques frictions avec une partie des magistrats. Bien, un petit mot de commentaire rapidement, parce qu'à 11h, aux alentours de 11h45, Éric Dupond-Moretti répondra aux questions des journalistes, donc on suivra ça de près. C'est un des personnages qui défraye la chronique, pour reprendre une bonne vieille expression, le garde des Sceaux. C'est sûr, il a eu effectivement, comme vous le dites, des mots très durs envers certains magistrats, voire vers le parquet national financier. C'est pas son scruté, et on l'a vu à l'Assemblée, il a vu quelques difficultés, au Sénat encore plus, et effectivement il a essayé de remettre tout le monde derrière lui lors de la passation de pouvoir avec Nicole Belloubet, mais on attend encore de voir quel sera le vrai Dupond-Moretti sur le terrain et dans ses premières prises de parole. Réaction avant de... Réaction, les propos du ministre Dupond-Moretti ont été quand même... tenus, ceux qui ont inquiété les magistrats quand il était avocat, parce que les relations entre les avocats et les magistrats sont tendues actuellement. Donc là, il endosse le costume du ministre. Il a annoncé qu'il sera le ministre du dialogue. Et c'est important parce qu'il s'agit de rassurer les magistrats, qui sont les partenaires des avocats. Mais au-delà de ça, la justice a besoin de beaucoup de sérénité. Voilà, rassurer un peu tout le monde, magistrats, avocats, puis les forces de l'ordre aussi, parce qu'on sait qu'il y a des syndicats de police qui ont dit c'est Acquitator qui maintenant est Place Beauvau. Donc là aussi, c'est peut-être pas un bon signal. On aura donc 11h45, on suivra cette prise de position. On en parlait il y a quelques instants, les tests en pharmacie. Alors le coronavirus est détecté face au fameux test PCR. C'est la tige qu'on enfonce dans le nez, qui est toujours aussi douloureux. Non, il n'y a pas d'amélioration de ce côté-là. Non, je pense que les gens maintenant savent mieux le faire et ça fait moins mal. Donc c'est beaucoup moins pénible. Globalement, c'est pas un obstacle. Bon, alors on va parler de l'autre test sérologique. Cette fois, depuis aujourd'hui, les pharmaciens sont désormais autorisés à le pratiquer grâce à une goutte de sang. Vous pourrez savoir en quelques minutes, nous dit-on, si vous avez été malade dans le passé et donc a priori plutôt immunisé. Nous sommes avec Béatrice Clairaz. Bonjour, pharmacienne dans les Hauts-de-Seine. Alors moi j'ai une question toute simple. Est-ce qu'ils sont fiables ces tests? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Oui, ils sont fiables à 99%. Donc aucun souci avec ces tests. Ceux qui ont été mis sur le marché et que vous trouverez dans les officines font partie de la liste recommandée par la Haute Autorité de Santé avec un marquage CE. Donc ils sont tout à fait fiables et les pharmaciens qui vont proposer ces tests au public vont bien évidemment se fournir en fonction de la liste référencée et recommandée par la Haute Autorité de Santé. Donc pas de souci sur la fiabilité. La question au-delà de la fiabilité, c'est quelle est la signification en réalité d'un test positif ou négatif? Est-ce que ça risque pas de déconcentrer un peu les gestes barrières et de faire relâcher encore la pression, puisque la majorité des tests vont être négatifs, Donc les gens vont comprendre finalement je suis pas atteint, etc. Et donc ça c'est pas du tout aussi fiable que ça. Alors, en fait, effectivement, donc deux possibilités. En cas de test positif, on va renvoyer vers le médecin du patient, puisqu'en fait, ces tests n'ont pas vocation à poser un diagnostic, mais ce sont des tests d'orientation diagnostique. Deuxième cas de figure, le test est négatif et effectivement, je pense qu'un bon nombre de tests seront négatifs. On obtient le résultat en 10 minutes. Ça veut dire qu'on a 10 minutes
pour pouvoir expliquer les choses aux personnes qui vont venir se faire tester en officine et leur rappeler justement l'importance des gestes barrières, de la distanciation, du port du masque et leur expliquer que tout n'est pas fini puisque le virus circule encore et qu'il faut absolument repartir vers des mesures barrières et qu'il n'y a que ça aujourd'hui d'efficace puisqu'il n'y a pas de traitement et qu'on n'a pas encore de vaccin. Donc il va falloir mettre à profit ce temps de 10 minutes pour faire de la pédagogie auprès du public et ce qui aujourd'hui est nécessaire puisqu'on voit bien que de toutes les façons, il y a un relâchement dans le public aujourd'hui concernant les mesures barrières. Donc non, moi je pense qu'au contraire, ça peut être ce test une porte d'entrée dans les officines. En plus, je vous rappelle que les officines sont ouvertes 7/7, 24/24, accessibles sans rendez-vous, ce qui fait que l'accès va être facile et qu'il faut vraiment profiter de cette opportunité pour repasser des messages qui sont importants au niveau du grand public. Madame Clairaz, on rappelle peut-être à nos téléspectateurs qu'il faut une ordonnance, c'est ça, pour faire ces tests et c'est intégralement remboursé ou on peut y aller sans ordonnance ? Non, il n'y a pas besoin d'ordonnance pour faire ces tests. On peut venir à l'officine. Le prix aujourd'hui n'est pas encore fixé, mais en gros, ce sera entre 15 et 25 € en fonction aussi du prix auquel les pharmaciens les achèteront auprès des laboratoires pharmaceutiques qui les commercialisent. Mais pas besoin d'ordonnance. La seule ordonnance qui est nécessaire, c'est lorsque le patient doit se rendre dans un laboratoire pour faire le test et pour qu'il y ait une prise en charge, bien évidemment. Oui, et c'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est la petite précision. Quelle remontée faites-vous des résultats ? Est-ce que c'est compilé par l'ARS, par exemple ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de protocole d'instituer pour une remontée vers les ARS. On peut l'imaginer, et ça va être peut-être le rôle des URPS pharmaciens dans les régions, de pouvoir tracer éventuellement de façon anonyme les résultats et de faire une remontée vers les ARS, puisque un des intérêts de ces tests, finalement de ces TROD, c'est l'intérêt épidémiologique pour pouvoir avoir une idée finalement du nombre de personnes contaminées ou non, donc une valeur épidémiologique. Et puis dans tous les cas, avec l'accord des gens qui viendront se faire tester, on peut aussi remonter l'information au médecin traitant de la personne. Ce sera aussi une des possibilités. Oui, autre intérêt de ces tests, c'est lorsque les personnes ont eu des symptômes mais n'ont pas pu effectuer le test en laboratoire, soit parce que n'ont pas eu le réflexe de le faire, n'ont pas été vers le médecin traitant ou que le laboratoire était difficilement accessible. Donc ça peut avoir un intérêt aussi dans ce cas de figure. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que vous, pharmacien, si la personne est positive, vous l'envoyez faire un test plus sérieux, entre guillemets, plus complet dans un laboratoire. C'est ça la consigne. Alors, c'est pas plus sérieux, mais en tout cas, c'est différent. Donc, effectivement, en cas de résultat positif, nous devons, orienter vers le médecin traitant du patient afin que celui-ci puisse avoir une prescription et aller faire un test en laboratoire qui permettra de confirmer le diagnostic ou non. Merci beaucoup Béatrice Clairaz pour cette réaction. Quel est l'intérêt en fait de ce test ? Est-ce que vous y voyez un intérêt ? Moi je vois le côté pédagogique. Si effectivement il y a ce côté information du patient pendant qu'on attend le résultat, ça c'est très très bien. La deuxième chose, c'est que ça a un intérêt épidémiologique, c'est-à-dire que évidemment il faut que ces résultats soient centralisés quelque part à un moment donné, et je pense que ça aurait dû être fait dès le départ, mais ça semble quand même un des éléments qui vont permettre d'apprécier justement l'extension avec la recherche de molécules de virus dans les eaux usées. Tout ça, ça fait partie du suivi de l'épidémie. Je trouve que c'est bien. Justement, sur cette question, parce que ce qu'on a cru comprendre, c'est effectivement comme c'est un test sur la base du volontariat bien évidemment, mais que c'est un test qui est à la charge de celui qui le demande. Est-ce que le pharmacien doit faire remonter l'information, par exemple en cas de positivité, et transmettre le nom de la personne qui a été déclarée positive ? A priori, non, il semble que non.
dans ce qu'on croit comprendre, mais visiblement les pharmaciens n'étaient pas complètement informés sur le sujet. Donc, parce qu'il y a un problème de confidentialité. Ceux qui vont aller se faire tester, ils se disent si je me fais tester que je suis positif, j'ai pas forcément envie que mon dossier soit transmis. Mais l'information n'a pas besoin d'être nominale, elle peut être anonyme. S'il y a un nombre, s'il y a X positifs dans une région, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. S'il y a 0, comme actuellement quand même, il y a très peu de gens qui sont positifs, parce que même ceux qui l'ont eu, qui ont été testés positifs en PCR, quelquefois sont négatifs en test. Donc si vous voulez, ça va permettre de mieux connaître, d'analyser. On a besoin de tous les instruments actuellement. Je crois que c'est utile. D'affiner un peu tout ça. Merci beaucoup.